Qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Tu vois? Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois pas. Ce qui est à l'écran n'est pas ce que j'ai ici. Voulez-vous OK. Euh, Donc, autre image où il montre les différents sites d'entraînement qui ont été choisis par les chercheurs. Et pour chaque site d'entraînement, il vous montre l'histogramme ici des différentes classes qu'ils ont supposé avoir reconnues sur l'image. Donc, vous voyez, par exemple, si je... OK. Quand je regarde ici, cette classe-là qui est en vert, par exemple, hein, elle est très différente de celle qui est en bleu ici. OK? D'abord, les pics sont distincts les uns des autres. Il y a déjà ça qui est bon à voir. Mais même s'ils sont distincts les uns des autres, vous regardez ici, par exemple, ces deux-là sont plus ou moins, hein, quand même, se chevauchent plus ou moins. Donc, déjà en regardant cette courbe-là, ce graphique-là plutôt, on peut déjà anticiper pour dire que ces deux classes-là, le résultat de la classification va sûrement donner des résultats moins bons dans la séparabilité de ces deux classes. Et par contre, avec les autres, ça va être parfait. Hein, c'est vraiment différent. D'accord? Donc, c'est des choses qu'on peut anticiper déjà par rapport aux résultats de classification. Docteur, s'il vous plaît, l'écran n'est pas partagé. Ah bon? Je pensais avoir fait cher. Excusez, je vais voir.
Vous voyez mon écran? Toujours pas? Non? Non, c'est toujours pas visible. C'est pas visible? Attendez. Oui, madame. Windows, et puis, Voilà, maintenant, c'est visible. oui. Vous voyez maintenant? Oui, C'est bon? Et oui, ça, c'est vous bon. voyez maintenant? Ça aussi, vous voyez? Bon, on voit, si ce n'est pas figé, en tout cas, on voit l'image originale avec les sites d'entraînement. Les sites d'entraînement et puis les histogrammes. C'est ça? Vous voyez les histogrammes? Non, Merci. Vous ne voyez pas les histogrammes ici? J'ai une voilà, image maintenant, c'est avec visible. des histogrammes. Oui, oui, c'est visible maintenant. C'est bon? C'est bon. OK, Oui, d'accord. oui, c'est bon. Donc, on était en train de parler de ces fameux histogrammes-là pour dire que en haut, il nous donne le type d'occupation du sol, ou bien plutôt à quelle classe les pixels-là d'entraînement qu'on a pris sur notre image, qui est la vérité terrain, là, quel est le pic qui est là, d'accord? Et on a dit que c'est 1, 2, 3, 4, ces 5 classes-là sont distinctes les unes des autres. Celles qui vont peut-être être un problème, possiblement, ce sont ces deux classes-là, le rouge et le rose. Parce que les pics sont distincts, mais il y a un plus ou moins un chevauchement des histogrammes. D'accord? Vous voyez, ces deux courbes-là se chevauchent plus ou moins. Donc, le résultat de la classification par rapport à la séparabilité de ces deux classes-là pourrait être le nœud du problème. Sinon, avec les autres classes, c'est véritablement distinct. D'accord? C'est bon, Fouadé? Oui, c'est bon, professeur. D'accord. OK. Construire les signatures spectrales. Donc, j'ai identifié les classes que je veux créer. Pour chacune des classes, j'ai choisi des sites d'entraînement que je considère comme purs pour générer ma classe. Et avec ça, il doit aller construire ce qu'on appelle les signatures spectrales. OK? Donc, les signatures spectrales qui vont représenter la classe sont définies, comme on vous dit, par la valeur moyenne des niveaux de gris, parce qu'une classe est identifiée statistiquement par une valeur moyenne de niveau de gris, puisque j'ai pris des pixels. Or, ces pixels-là, qu'est-ce qui les représente? C'est les niveaux de gris. Donc, il va faire la moyenne des niveaux de gris, de tous les niveaux de gris, de tous les sites d'entraînement, et puis il va affecter cette valeur moyenne-là comme représentant la classe. OK? Donc, ça va représenter la signature de la classe. D'accord? Et il va maintenant vérifier la séparabilité des classes et le fait qu'une classe est différente d'une autre. OK? Et pour le faire, il a plusieurs paramètres qui sont à sa disposition. 3 paramètres qui sont privilégiés en classification. Il y a la distance euclidienne, puisque c'est la distance, la mesure, je dirais par excellence, mathématiquement, c'est la mesure qui est usuellement utilisée, quel que soit le problème, là, mathématiquement, qu'on veut faire calculer une distance, c'est la formule de la distance euclidienne qu'on utilise. En plus de ce paramètre-là, il y a 2 autres paramètres de classification dirigée qui sont utilisés. Il y a ce qu'on appelle la divergence transformée et la distance
de Jeffries Matsushita ou la distance de Bhattacharya. Okay? C'est le nom de quelqu'un qui est là. Hein. C'est ça même. Hein, c'est un Indien. Ça, son nom est lourd comme ça. Donc, voilà les 3 types de paramètres qui sont utilisés pour, comment je dirais ça, paramétrer ou évaluer la séparabilité des classes. Maintenant, on va voir paramètre par paramètre. Quelle est l'utilité, la force, la faiblesse de ces paramètres. Okay. Donc, on vous dit l'usager, en tout cas celui qui est en train de faire sa classif, doit toujours examiner la séparabilité des classes générées avant d'effectuer toute classification. Effectivement, il faut déjà que tu sois sûr que les classes que tu as générées là sont distinctes les unes des autres avant de lancer ta classification. Parce que si tu génères des classes qui sont proches les unes des autres ou qui ne sont pas séparables les unes des autres, si classe A est égale à classe B, tu vas faire classification pourquoi? Il va tout mélanger là-bas. Donc, avant de lancer la classification, il faut toujours vérifier que les signatures générées là sont séparables. Si elles ne sont pas séparables, il faut rectifier ça. Donc, je l'ai dit de 2 façons. Soit vous mettez ensemble les classes qui ne sont pas séparables, soit vous allez refaire le choix des sites d'entraînement des classes que vous voulez générer. Hein, c'est l'un ou l'autre. Séparabilité par rapport au premier paramètre, qui est la distance euclidienne. Qu'est-ce qui se passe? La formule de la distance euclidienne, c'est ça. Hein? On fait la différence entre la valeur niveau de grille du pixel et la valeur moyenne de l'ensemble racine carrée. Voilà comment on évalue la distance euclidienne. OK? Si la valeur de la distance euclidienne vaut 0, ça veut dire que les 2 classes ne sont pas séparables. Si la distance entre 2 points est égale à 0, ça veut dire quoi? Que les 2 points-là sont confondus. Donc, ils ne sont pas séparables. D'accord? Voilà ce que la distance euclidienne dit. OK. Mais à partir de combien ils sont séparables? À partir de quelle valeur ils sont séparables? Je ne sais pas. Ça veut dire quoi supérieur à 0? 1. Ah bon? Sachant que vos pixels là vont de 0 à 255. Sachant que vos pixels vont de 0 à 255. Pourquoi 10? 1. 1. Mais c'est combien? Mais c'est combien? Hein? Mais c'est combien? Est-ce que 100, ça veut dire que c'est séparable? Est-ce que 50, ça veut dire que c'est séparable? Je ne sais pas. Quand la formule est libellée, je sais seulement que quand ça vaut 0, là, ce n'est pas séparable. Mais à partir de quelle valeur c'est séparable, là? Je ne sais pas. La formule ne me donne pas d'indication par rapport à ça. La formule va me dire simplement que la séparabilité, là, est des temps. Point. Mais le temps, là, comment je peux l'évaluer que c'est bon ou ce n'est pas bon? Donc, la distance euclidienne, là, c'est ça son souci. C'est qu'elle ne donne pas de valeur limite pour attester que c'est séparable. Elle ne donne qu'une valeur quand ce n'est pas séparable. Ça, c'est parfait. Nous tous, on sait. 2 points dont la distance est égale à 0 sont confondus. Donc, ça, je sais qu'ils ne sont pas séparables. Mais à partir de quelle valeur c'est séparable, la distance euclidienne ne le donne pas. Oui, c'est ça qui est donné là. La formule, ça va te donner la valeur de la distance entre les 2 classes. Mais la valeur de la distance entre les 2 classes ne te dit pas la valeur limite. C'est-à-dire que si j'aboutis à 100, il ne me dit pas que 100 là, ça veut dire que c'est séparable. Il me dit seulement que ça vaut 100, point. Mais est-ce que 100 là, je peux considérer que c'est séparable? Ou bien s'il faut aller à 200? Ou bien, voilà, il ne me dit pas. Voilà, c'est ça le problème. Il va me donner la valeur de la distance, mais il ne va pas me donner d'indication sur la validité de cette séparabilité-là. Donc, la distance euclidienne est un paramètre à bannir
pour faire la séparabilité des classes. Ouvrez vos oreilles. Hein. Moi, mes enfants des L1, je leur donne Kokokta là-bas. Vous êtes des messieurs et des dames, je ne peux pas donner Kokokta. Mais ouvrez vos oreilles. Hein. La distance euclidienne n'est pas un bon paramètre pour évaluer la séparabilité des classes. Parce qu'il ne me donne pas de valeur limite à partir de laquelle je peux considérer que les classes sont séparables. D'accord? Donc, on va aller voir les deux autres paramètres qui restent. OK? Donc, on va voir la divergence transformée et la distance de Jeffreys-Matsushita ou Bhattacharya. Oui, de revenir? Non, je peux revenir. À un devoir, je ne vous demanderai jamais de me donner la formule de la distance euclidienne. Non, 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 on n'est pas à ce stade-là. Ça, c'est les L1, L2, L3. C'est niveau licence. Là. Je ne vous demanderai jamais une formule. Parce que le niveau où vous êtes là, c'est la réponse. Non, non, moi je vous dis ça, mais je ne vais pas faire. Non, non, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi, puis après vous allez m'expliquer, vous, ce que vous avez vécu. Hein? Bon, attendez, je vous dis pour moi, et puis après vous allez vous dire pour vous. Parce qu'au niveau où vous êtes, c'est un exercice de réflexion et d'analyse qu'on demande. On considère que vous êtes expert, donc maintenant, c'est votre compétence à analyser les situations dans lesquelles vous êtes là, qui est notre principal objectif. On vous donne les éléments où on sait que vous savez où aller chercher ces éléments et puis vous allez les utiliser pour nous rendre un travail. On n'est pas dans le faut donner formule. Je te donne la formule. Maintenant, c'est comment tu vas utiliser la formule. C'est dedans, je te juge. Mais je te donne la formule, là, ça te donne quoi? Au niveau master, là, ça demande, oui, non, 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 non. Ça, là, c'est licence là-bas, là. Maintenant, je vous écoute, mes enfants. Qui a osé faire ça? De quoi? Ça, c'est davantage. Hein? Hein? Il vous demande. Non, il vous a donné. Ou bien il vous demande ça maintenant. Il a donc exercé formule et vous n'aviez pas ces formules-là. Non, il a oublié. Non, il a oublié. Ça devient annexe au sujet. Et puis, il a oublié d'imprimer pour ah, le document n'est pas dans le cours. Mais peut-être document autorisé. Peut-être document autorisé. Non, vous n'avez même pas les formules quelque part. D'accord. Théâtre, ça va aller, ça va aller. Ouais, que c'est un document autorisé, au moins tu as écrit. Tu as raison. Dis quand c'est quand tu piques, quand tu vas vers des terres, en tout cas, tu prends tes dispositions. Non, je ne vous poserai pas. Je donne toujours la formule. Quand il y a un calcul à faire, je donne toujours la formule. Je dis voilà la formule, par exemple, de la moyenne, de la valeur moyenne ou de la précision moyenne, la précision globale. Calculez-moi. Je donne toujours. Et puis je vous décalcule. La seule chose que je ne vais pas vous donner, c'est la définition. Je vous dis, par exemple, précision globale, ça signifie quoi? Vous définissez-moi précision globale. Mais je vais vous donner la formule. Parce qu'on n'est pas à ce stade de formule. Ce n'est pas ça le but. Le but du jeu, c'est de comprendre ce que représente la formule. Donc, deuxième paramètre, c'est la divergence transformée. Regardez comment elle est bâtarde, cette formule-là. Ça, on peut demander à quelqu'un d'apprendre ça. Ah, ça, c'est pas de la maltraitance, là. On ne peut pas demander à quelqu'un d'apprendre ça, là. Même en licence, même, je ne peux pas demander à un enfant d'apprendre ça. Donc, de façon, je dirais, globale,
ça vaut 2 facteurs de 1 moins exponentielle d'un certain paramètre sur 8. Donc, vous voyez que la formule, c'est un exponentiel. D'accord? Et les chercheurs constatent que la divergence transformée va être comprise dans l'intervalle 0 et 2. Si la divergence transformée vaut 0, ça veut dire que les classes là ne sont pas séparables, sont confondues. Par contre, si elle vaut 2, les classes sont parfaitement séparables. Voilà, là j'ai une valeur limite. Je sais que 2 veut dire c'est séparable. 0 veut dire ce n'est pas séparable. OK? Donc ça, au moins, j'ai un intervalle de valeur sur lequel je peux statuer. Maintenant, le travail que je donne chaque année, jamais, jusqu'à présent, quelqu'un est venu me faire le rapport, je vais quand même continuer chaque année à poser mon problème. Peut-être une année, là, il y a quelqu'un qui va répondre à ça, jusqu'à ce que j'abandonne ce cours-là. C'est qu'il me dit que 2, c'est parfaitement séparable, 0, ce n'est pas séparable. Mais dans l'intervalle, là, est-ce que 1, 5, je peux considérer, par exemple, que c'est moyennement séparable? Ou bien, moyennement, vu que c'est une fonction en exponentielle, il faut attendre 1, 8, par exemple, pour dire que c'est moyennement séparable. Vous comprenez mon problème? Le parfaitement séparable, très séparable, c'est 2. Mais dans l'intervalle, là, moyennement, bien, ou bien peu séparable ou quoi, il est à partir de quand? Comment je peux diviser mon intervalle là en d'autres petits intervalles pour dire de telle fourchette à telle fourchette? C'est peu séparable, de telle fourchette, c'est moyennement séparable, c'est très séparable et l'autre maintenant parfaitement séparable. Donc, je vous demande d'aller me chercher ces valeurs intervalles. OK? Comme je vous dis, chaque année, j'ai dit ça. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas un qui est venu. Madame, moi, j'ai cherché et puis j'ai trouvé. Quand on va avancer là, je vais vous montrer ce que je veux que vous me fassiez, mais dans un autre contexte. Vous allez voir devant ce que je veux dire. D'accord? Donc, la divergence transformée est un bon paramètre, puisqu'elle me donne une valeur min et une valeur max. Ce que Euclidien ne le faisait pas. D'accord? Autre paramètre pour évaluer la séparabilité des classes, c'est la distance de Diffus-Matsushita ou Bhattacharya. Même chose, vous voyez, la formule est toujours en 2 facteurs de moins 1 exponentiel. Donc, de la même façon aussi, lui, il va être compris en 2 valeurs, 0 et 2. Donc, 0, ce n'est pas séparable. 2, c'est parfaitement séparable. Donc, la distance de Diffus-Matsushita est aussi un bon paramètre pour évaluer la séparabilité des classes. D'accord? Donc, si je veux évaluer la séparabilité des classes, il y a 2 paramètres que je dois privilégier, soit Diffus-Matsushita, soit la divergence transformée. Parce qu'il me donne l'intervalle max, la valeur max et la valeur min. Et on va tester ça lorsqu'on va pratiquer Erdas, là. Vous allez voir. Il y a une petite contrainte dans Erdas. Il faut que je vous signale lorsque vous allez l'utiliser. Parce que si vous n'avez pas cette information-là, vous pouvez ne pas bien comprendre. OK. Donc, on vous dit, pour vous aider dans la séparabilité des classes, c'est qu'au moment où vous choisissez vos sites d'entraînement, là, la combinaison des canaux que vous faites pour l'affichage, là, il faut essayer la bonne combinaison. C'est-à-dire, tu mets le canal 1, 2, 3. Tu regardes, est-ce que avec ça, là, mon contraste est bon? Bon, 1, 2, 3, c'est pas trop bon. Je vais mettre 2, 2, 1, 3. Est-ce que 2, 1, 3, c'est meilleur? Non, non. Peut-être 3, 2, 1. Est-ce que vous faites plusieurs combinaisons pour voir laquelle permet de visualiser le mieux les contrastes dans l'image? Ça peut aider déjà dans la distinction des différentes parcelles que vous allez choisir. On vous dit, créer un nouvel ensemble de classes mieux séparables. Au cas où vous testez la séparabilité que ce n'est pas bon, vous effacez et vous recommencez votre choix de site d'entraînement en vraiment soyant assez vigilant pour bien choisir les sites d'entraînement. Modifier les sites d'entraînement créés pour les classes ayant une plus grande variance interne, oui. C'est-à-dire si vous voyez que l'histogramme de vos sites d'entraînement là ne donne pas une belle gaussienne
il y a des petits pics, c'est que les choix des sites d'entraînement, là, il y a d'autres choses qui sont confondues dedans. Ce n'est pas des pixels purs que vous avez pris. Donc, modifiez ces sites d'entraînement. Ou alors, vous réunissez, s'il y a deux classes qui ne sont pas séparables, le plus simple, là, c'est de considérer que ces deux classes-là, en fait, c'est la même classe, vous les mettez ensemble. Okay? Vous n'en formez qu'une seule. D'accord? Donc, on va visualiser ce que je vous disais par rapport à l'efficacité de la distance euclidienne, de Jeffreys-Matsushita et de la divergence transformée. Donc, voilà par exemple le résultat d'une classification. Donc, eux, ils ont fait, dans leur classification, ils ont identifié 4 classes. La classe désert, la classe nuage, désert 1, nuage, eau, et puis désert 2. D'accord? Et ils ont calculé la distance euclidienne. C'est normal que tout ce qui sera sur la diagonale va valoir 0, puisque ce qui est sur la diagonale compare l'élément à lui-même. Je suis forcément confondu à moi. Hein? Désert avec désert, ça doit donner 0. Eau avec eau, ça va donner 0. D'accord? Donc, c'est les éléments hors diagonale. Maintenant, on va évaluer. D'accord? Donc, quand on regarde les éléments hors diagonale, celui qui a la plus grande valeur, c'est quand on compare le nuage, verticalement nuage, avec désert horizontalement. On a la plus grande valeur, 238. D'accord? La plus petite valeur qu'on ait des éléments hors diagonale, c'est ici. Comparé à vous, voyez, est-ce qu'on voit on voit pas mon chose. Vous voyez mon pointeur? Non. C'est le 25, 25,1. Oh. D'accord, donc, nuage et désert, il y a 238, la distance euclidienne vaut 238. Tu dis? L'écran est partagé. Non, il est en train de boguer. Ton fameux, ça là, de Windows P, c'est ça. Vous voyez mon écran, c'est partagé maintenant parce qu'il a commencé à vouloir éteindre là. Oui, c'est bon. C'est bon, vous voyez? D'accord. C'est bon, vous voyez? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. OK. Donc, en nuage et désert, c'est 238. Entre eau et désert 2, c'est 25. Mais est-ce que le 238 là, c'est suffisant pour dire que c'est séparable? Je ne sais pas. Peut-être même que 25 là aussi, c'est bon aussi, je ne sais pas. Puisque je n'ai pas de valeur limite pour pouvoir dire si ces classes-là sont séparables. Tout ce que je peux dire, c'est que la séparabilité en termes de distance euclidienne, là, ça vaut 238, ça vaut 25, ça vaut ce point. Mais je ne peux pas faire je ne peux pas conclure. OK? Maintenant, une autre classique. Mais cette fois-ci, le paramètre qui est utilisé pour faire la séparabilité, c'est la distance de Batakaria. Donc, de la même façon, tous les éléments sur la diagonale vont valoir 0, hein, parce que l'élément comparé à lui-même, c'est la même chose, ça vaut 0. Maintenant, les éléments hors diagonale. Vous voyez, par exemple, quand je regarde
mon compteur est là. On voit mon compteur? Oui, on voit mon compteur. Quand je regarde, par exemple, entre la classe 18 et la classe 23, j'ai quelle valeur? J'ai 2. Donc, ces deux classes sont parfaitement séparables. Je peux conclure. Ce que je ne pouvais pas faire tout à l'heure avec choses licence sécuritaire, ici, je peux dire la classe 18 et la classe 23 sont parfaitement séparables. La classe 23 et la classe 17 sont parfaitement séparables. 98 là, c'est 2. Hein? Donc, tout ça là, ils sont parfaitement... Le 17 là est parfaitement séparable avec tout. Le 18, il est parfaitement séparable avec tout. Où il y a possiblement, il pourrait avoir possiblement un litige, c'est entre la classe 19 et la classe 20 et entre la classe 20 et la classe 21. Parce que j'ai 1,56 et ici, j'ai 1,61. C'est ça que je vous ai dit, allez voir. Allez voir. Est-ce que ça, là, ça veut dire que c'est moyennement séparable, c'est très séparable, ou bien c'est peu séparable? Voilà. Parce que là, c'est séparable, mais avec un adjectif devant. OK? D'accord? C'est séparable, mais avec un adjectif devant. Peu ou moyennement, ou voilà, moyennement. Bon, en tout cas. OK? D'accord? Donc là, je peux évaluer la séparabilité. Ce que je ne pouvais pas faire. Donc, c'est clair que pour pouvoir évaluer la séparabilité, il ne faut pas prendre la distance euclidienne, il faut prendre soit divergence transformée, soit Bataccaria ou des fluides Matosita. Parce que eux, au moins, ils donnent des valeurs avec lesquelles je peux statuer tout de suite si mes classes sont séparables ou pas. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai évalué ma séparabilité, que je vois que les classes que j'ai générées là sont séparables, je peux lancer maintenant la classif. Hein? Parce qu'avant de lancer la classique, il faut passer par cette étape d'abord. Je passe par cette étape, je suis satisfaite. Maintenant, je choisis le classificateur que je veux et je lance ma classif. Mais si je ne suis pas passé par là, je ne lance pas ma classif. Parce que je ne sais pas comment mes classes sont les unes par rapport aux autres. On va commencer par la classification dirigée paramétrique. La classification dirigée paramétrique, je vous ai dit que le classificateur par excellence, c'est le maximum de vraisemblance. OK? Le terme paramétrique, là, il signifie quoi? Quand on parle de classification paramétrique, le terme paramétrique, là, il signifie quoi? Le terme paramétrique, là, signifie que on suppose que la distribution des niveaux de grille des sites d'entraînement choisis suivent une loi normale. Donc, on suppose une statistique particulière pour les niveaux de grille des sites d'entraînement. Donc, le mot paramétrique, là, c'est ça. Donc, les autres types de classification qu'on va dire non paramétriques, là, c'est parce qu'on ne suppose pas une distribution statistique particulière pour les niveaux de grille des sites d'entraînement qu'on va sélectionner. D'accord? Donc, c'est ça qui fait la différence entre le mot paramétrique et non paramétrique. Quand vous dites paramétrique, ça veut dire que vous supposez une distribution statistique particulière pour les niveaux de grille des sites d'entraînement que vous choisissez. OK? Donc là, on dit, ça suit une loi normale. D'accord? Donc, pour que la loi normale soit vérifiée, normalement, on doit prendre, on revient toujours avec mon mot nébuleux que je n'aime pas, assez un grand nombre, nombreux là, on revient avec nombreux encore, un grand nombre de pixels d'entraînement, d'accord? Pour vérifier, comme on vous dit, l'homogénéité de la population et attester de la normalité de cette distribution. OK? Donc, c'est la classification par maximum de vraisemblance ou la méthode bayésienne, comme on dit. Hein? C'est M. Bayès il y a toujours des génies. On ne sait pas ce qu'ils mangent, je ne sais pas comment ils ont dormi, ils sont réveillés, puis ils ont conduit des choses, ça marche, ça nous aide, et puis on avance. Donc, c'est M. Bayès qui a fait ça. OK? Donc, lui, il demande à ce qu'on connaisse la probabilité a priori. Une fois que la probabilité a priori est connue, une fois que la probabilité a priori est connue, on peut calculer
la probabilité a posteriori. D'accord? Donc, on va faire, je vous présente ce graphique-là. En abscisse, on a la valeur des niveaux de gris. Et en ordonnée, on a la densité de probabilité. D'accord? Et on a les deux histogrammes, enfin deux pics, deux courbes qui représentent la densité de probabilité pour deux classes différentes. Donc, la première classe, c'est cette courbe-là, hein, qui représente la classe A. Et on a cette courbe qui représente la classe B. OK? Donc, on commence par le X1. Si je prends un pixel qui a niveau de gris X1, à quelle classe il va appartenir? Qui peut répondre et qui peut justifier? La réponse en bas. La réponse en bas. Si je prends ce pixel-là, d'accord? Je viens ici jusqu'à la courbe B. Donc, voilà la valeur de ma densité de probabilité, qui vaut B1. D'accord? Je monte jusqu'à la courbe A. Voilà la valeur de ma densité de probabilité. Laquelle est la plus grande? C'est le A1 ici ou c'est le B1? C'est A1. Donc, ce A1 est plus grand que B1. Donc, ce pixel a plus de probabilité d'appartenir à cette classe-là, Donc, on va le mettre dans la classe. Si je prends le pixel X2, je le monte jusqu'à la courbe A. Donc, à A2, qui est la valeur de la densité de probabilité. Je monte jusqu'à P2 ici, qui est la probabilité de chose ici. Donc, je vois bien que P2 est plus grand que A2. Donc, mon pixel X2 a plus de probabilité d'appartenir à B qu'à A. D'accord? Il fait quoi? Le pixel de A, s'il y a deux pixels voisins, c'est ce qui est le plus dense, la plus grande place. Non, c'est la séparabilité. Il calcule la probabilité de présence, la probabilité d'appartenance à la classe. Donc, le pixel qui va avoir la plus grande probabilité, c'est là-bas, il va le mettre. Hein? Donc, il compare. Il voit que pour le X2 là, que la probabilité d'appartenir à la classe B est plus grande que la probabilité d'appartenir à la classe. Donc, automatiquement, il va le mettre. Le seul point qui va être litigieux, c'est celui-là. Celui qui est au milieu. Parce qu'il y a équiprobabilité. Hein? La probabilité d'appartenir à A est équivalente à la probabilité d'appartenir à B. OK? Et ça, là, ils appellent ça des seuils de définition. Et généralement, ces seuils-là doivent être paramétrés. Le logiciel paramètre toujours ces cas-là. Donc, il va paramétrer. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. OK? Donc, pour pouvoir prendre une décision de classifier un pixel, il faut connaître la probabilité a posteriori. OK? Donc, selon Bayes, la probabilité a posteriori, Px, comment il le calcule? Ce qu'ils appellent probabilité a posteriori, c'est-à-dire la probabilité que la probabilité d'un pixel a posteriori, c'est-à-dire connaissant la classe, savoir où le pixel va atterrir. C'est ce qu'ils appellent a posteriori. Le X représente le pixel, le niveau de grille du pixel. OK. Donc voilà la fameuse fonction discriminante dont je vous parlais là, où il y aura litige. Mais normalement, ces litiges-là sont gérés par le logiciel. D'accord?
il prend la décision de mettre dans une classe ou dans une autre en fonction de la manière dont le logiciel a été programmé. Et ils appellent ça, donc il va créer ce qu'on appelle une classe de rejet, d'accord? Une classe à partir de laquelle il ne peut pas, parce qu'il y aura des pixels aussi, donc il peut y avoir aussi des pixels non classiques, parce que justement, ces pixels-là n'arrivent pas, le logiciel n'arrive pas à gérer ces seuils-là. Donc, quand il n'arrive pas à gérer ces seuils-là, il crée des pixels non classiques. Donc, il va avoir une classe de pixels qui ne seront pas affectés à une classe particulière. Donc, voilà, par exemple, ici. Tu dis? Voilà, souvent ça sort noir, effectivement. D'accord? Donc, on vous dit en dessous du seuil, s'ils ont pris leur seuil-là, qui est là, en dessous de ce seuil-là, ils ne peuvent pas, même si ici, il y a litige, mais ce litige-là est en dessous du seuil qui s'est fixé. Donc, il ne peut pas dire ce pixel-là où il va le mettre. Si ce litige-là était créé ici, il aurait pu le gérer. Mais il est en dessous du seuil que l'ordinateur ou en tout cas les programmeurs ont fixé. D'accord? Donc, c'est ça qui peut poser problème. Autre chose qui est intéressante lorsqu'on fait la classification, c'est vraiment avoir le plus de données possibles. Le plus on a de canaux, meilleur on pourra discriminer les classes. Parce que deux classes peuvent être confondues, hein, parce que regardez, suivant les canaux là représentent en fait, si vous voulez, des longueurs d'onde, par exemple. Hein? Là, j'ai la longueur d'onde de l'infrarouge, là, j'ai la longueur d'onde du visible, là, j'ai la longueur d'onde de l'ultraviolet, par exemple. Or, on a vu les spectres de la végétation, du sol nu, de l'eau, là. Vous voyez que, dépendamment de la zone spectrale, ils ne se comportent pas de la même façon. Donc, les niveaux de gris dans le vert ne sont pas les mêmes que dans le rouge ou dans le bleu pour une occupation particulière. Donc, si on peut pas les discriminer, par exemple, s'ils ont la même valeur, par exemple, de réflectance dans le canal 1, mais que dans le canal 2, ils n'ont pas la même réflectance, déjà, on pourra les différencier. Si en plus, j'ajoute un troisième canal où ils sont distincts, là encore, j'augmente même la différenciation. Donc, le plus de canaux j'aurai, meilleur je pourrais discriminer, mieux je pourrais discriminer mes classes. D'accord? C'est comme ça, il parle de 4 dimensions. Donc, dimension 2 surfacique va moins discriminer que dimension 3 volumique. Normalement, je dois avoir un exemple. Et donc, on a à droite, là, à gauche plutôt, les sites d'entraînement qui ont été choisis sur une image particulière et à gauche, le résultat de la classification par maximum de vraisemblance. D'accord? Donc, vous voyez, votre ami qui parlait de pixels noirs, là, effectivement, les pixels noirs, il y en a beaucoup, ce sont les pixels non classés. OK. Maintenant, en termes de classification non paramétrique, ça veut dire que on ne suppose pas une distribution statistique particulière pour les niveaux de gris de nos sites d'entraînement. Hein? Donc, peu importe qu'ils qu'ils suivent une loi normale, une loi de Fisher, une loi... Ils font tout de ça. On ne considère pas a priori qu'ils suivent une distribution statistique particulière. D'accord? Donc, on vous dit, cette classification est basée sur les signatures spectrales sans a priori de distribution statistique particulière des données. D'accord? Ils n'ont pas besoin de suivre une loi normale ou une loi de Gauss. Non. Peu importe. C'est le fondement de cet autre type de classification dirigée. Donc, première méthode, c'est la méthode parallélépipédique. Comment fonctionne... Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, Nana. Bonjour, Nana. Comment vas-tu? Oui. On commence avec le premier groupe, le 4, et avec le deuxième groupe, le 4 plus 7, la semaine qui suit, le 4 décembre. Avec quoi? C'est qui est franc? Mais est-ce que tu as donné fiche? Est-ce que tu as donné fiche? Non, donc elle ment, elle ment, elle ment. Elle ment. Audace. Bon, attends, je vais appeler Gordy. Attends, je vais appeler Gordy. Je pense qu'elle a fait un mauvais rêve. Je vais appeler Gordy, puis je te rappelle tout de suite. Je te rappelle. Elle n'est pas double, elle n'est pas doublante. Ah, c'est la déléguée Cindy. C'est Cindy qui dit ça là. Oui, Iri et Cindy. C'est ma parente. D'accord. Hum. Non, c'est pas vrai. C'est TP bureautique qu'on a commencé. On n'a pas commencé architecture. C'est TP bureautique qu'on a démarré. D'accord. J'appelle Gordy et puis je te reviens. Merci. Allô? Oui, bonsoir, docteur Gauthier. Comment vas-tu? Oui. Excuse-moi de te déranger là. Tu as commencé TD architecture avec les étudiants. Tu as eu la fiche. Qui t'a donné la fiche? Mais est-ce que l'étudiant est le responsable du cours? Les TD d'architecture n'ont pas commencé. C'est TP bureautique qu'on fait. Quand on va finir le deux décembre, là, le 4, lundi 4, là, on démarre architecture. À moi, on n'a pas encore donné la fiche. On n'a pas encore commencé, c'est TP. C'est quand on va finir les cours. Non, 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 non. Tellement il fait fatigué. Arrête ça. Non, il ne faut pas te fatiguer, mon fils. On n'a pas commencé. On commence le 4. Oui, on commence le 4 pour certains groupes. Parce que vous qui êtes au bâtiment coréen là-bas, là, à cause de votre formation de cette semaine-là, c'est la semaine, voilà, c'est la semaine prochaine que vous commencez. Donc, si vous commencez la semaine prochaine, vous êtes décalé par rapport à nous qui commençons en salle du Pro 6. Voilà, donc, vous commencez le 27, là. C'est là que vous commencez vos TP. Voilà, non. Si tu es programmé en salle de bâtiment coréen, c'est le 27 que tu commences. Sinon, nous, on a commencé depuis lundi pour finir le 2. D'accord? Donc, il faut te reposer. Non, non, il faut laisser les enfants. Non, non, faut pas suivre les enfants là. Aïe. Hein. Non. Mais j'ai envoyé une note où j'ai dit que les TP bureautiques vont se passer du 20 au 2 pour la salle, au Pro 6 et du 27 au 9 pour le bâtiment coréen. Et dès qu'on finit, on embarque maintenant sur TP architecture. Ça marche, d'accord. OK, ça marche. Allez, porte-toi bien. Bye bye. Oh, ma fille avait raison. Alors, chef Amand. Oui, Cindy avait raison. Gordy avait commencé. Oui. Il dit il a commencé hier. C'est ça que je lui ai demandé. Il dit non, c'est une fiche qu'un étudiant lui a donnée. Il dit mais comment tu peux suivre les étudiants? Justement, c'est ce que j'ai dit. Va te retrouver. Hein, on n'a pas commencé. Pour le moment, c'est TP bureautique. C'est le 4 là qu'on va démarrer. Il dit d'abord, il dit oui. Il dit non, mais il était mélangé. Il dit bon, tu n'es plus mélangé. Donc, attends le 4, tu vas commencer. Que chef. Non, non. Non, non, c'est ça. Non, non, il s'est trompé. C'est le seul d'ailleurs. Donc, ça marche. Ça marche. OK, ça marche. Ça marche. Allez, porte-toi bien.
Bah, bah. Euh, Oui, oui, tu fais exprès. Tu fais exprès même. Je te connais, je te connais. Il y a pas de souci, maman. On est là. On est à ta disposition. Allez, bon appétit. Merci. Donc, comment fonctionne la, la méthode parallélépipédique? On vous dit, on croise les niveaux de gris des différentes bandes qu'il y a sur l'image pour avoir une image, s'il n'y a que deux canaux. En deux canaux, on les découpe donc dans l'espace 2D et les rectangles qui vont représenter nos différentes classes seront les limites des classes définies par les valeurs maximales et minimales de chaque membre. Hein? C'est français, hein? Faire comme si on ne comprend pas, hein? C'est trop compliqué. On va le voir chose. Hein? Moi, quand le français devient trop compliqué, là, je dis pratiquement là, on fait comment? Voilà, c'est ça même. Voilà, hein? Voilà. Donc, canal 1, canal 2. OK? La classe 1 a une valeur maximale de niveau de gris, une valeur minimale de niveau de gris dans le canal 1. Elle a une valeur maximale de niveau de gris et minimale de niveau de gris dans le canal 2. Donc, je prends ces valeurs-là et je trace le rectangle. Hein? Donc, par exemple, je prends la classe 2. La classe 2, dans la bande A, voilà sa valeur max, voilà sa valeur min. Dans la bande B, voilà sa valeur min, voilà sa valeur max. Donc, je trace le rectangle qui correspond à ces limites. Donc, tous les pixels qui vont être à l'intérieur de ce rectangle vont être classe 2. Classe 1, même chose. Voilà sa valeur minimale dans la bande A, sa valeur maximale dans la bande A. Dans la bande B, voilà sa valeur minimale, voilà sa valeur maximale. Je trace le rectangle et tous les pixels qui vont se retrouver dans ce rectangle-là vont appartenir à la classe 1. Même chose pour la classe 3. Valeur min, valeur max dans le canal A, valeur min, je fais le rectangle. Et voilà, les pixels qui se trouvent à l'intérieur d'un rectangle appartiennent à la classe qui est déterminée par ça. D'accord? Donc, quand je regarde, je vois que mes petits triangles-là sont dans la classe 1. Mes petits ronds sont dans la classe 2 plutôt. Mes petits ronds tombent dans la classe 1 et mes losanges tombent dans la classe 3. Où j'ai litige, c'est sur celui-là. La classe 3 et la classe 2 se chevauchent. Et il y a un pixel qui appartient en même temps à la classe 3 et à la classe 2. OK? Par contre, classe 1, classe 3 sont séparables. Classe 3, classe 2, classe 1, séparable. Classe 3, classe 1, totalement séparable. Autre chose qu'on constate, il y a plein de points d'interrogation. Les points d'interrogation, ce sont des pixels de l'image que le logiciel n'a pas pu attribuer aux classes. Parce qu'ils ne sont pas dans les rectangles qui sont là. Donc, on a mis un point d'interrogation. D'accord? Donc, la méthode parallélépipédique, là, elle est bonne, mais elle est rigide. Donc, on se retrouve souvent avec des pixels. Elle est bonne, elle est rapide, mais elle est rigide. Donc, on se retrouve, vous voyez, avec des pixels parfois qui peuvent ne pas être classifiés ou appartenir à plusieurs classes en même temps parce que les boîtes là se chevauchent. D'accord? Donc, la méthode parallélépipédique, vous voyez, c'est simple, hein? Pas compliqué. Le français qui était là-bas, là, était compliqué à comprendre. Quand on arrive sur le graphique, c'est beaucoup plus digérable. OK? Donc, s'il y avait une troisième bande, la troisième bande peut lever cette détermination-là. Je veux dire, plus d'informations on a, meilleure la classification va être. OK? Donc, par exemple, le triangle qui appartient aux deux classes-là, peut-être une troisième bande va permettre de l'enlever de ces classes-là pour le mettre dans une classe particulière, soit dans la 2, soit dans la 3. OK? On va lever l'indétermination. On peut regarder trois bandes. Oui, c'est possible. On peut regarder. C'est-à-dire, si ceux qui ont fait l'expérience là, si ils avaient un canal C, par exemple, ils auraient pu mettre comment j'ai appelé cet axe-là
de sorte à ce qu'on voit en 3 dimensions où est-ce que les pixels d'avancement. Comme on avait vu 4 dimensions, là, où j'avais mis mon graphique. Je dois avoir un graphique en 3 dimensions. Donc, c'est ton pixel, hein, va peut-être être représenté quelque part ici, en 3 dimensions. Alors que s'il était en 2 dimensions, il serait juste là. Mais du fait qu'il y a cette autre dimension qui vient, il va être redressé. Ce qui ajoute plus d'informations, donc arrive à discriminer les uns des autres. Alors qu'en 2 dimensions, surfacique, là, c'est plus difficile. C'est-à-dire, surfacique, il va être. Quelqu'un a une feuille blanche. Donc, en 2 dimensions, tu vas avoir là. D'accord? Hein? Ici, et puis ici. Tout simplement. Maintenant, si j'ajoute une 3e dimension qui est là, il va se mettre là, alors que tout à l'heure, il était comme ça. Maintenant, je vais ajouter la 3e dimension qui va être là. Donc, le pixel, au lieu d'être ici, il va se retrouver là. Donc, ici, il était confondu avec un autre, mais du fait que j'ai ajouté une 3e dimension, il se retrouve là. Il ne se retrouve plus donc dans la classe 2 où il devait être, il se retrouve juste dans la classe 3. Donc, la 3e dimension permet de lever les déterminations pour certains pixels. Au lieu d'être comme ça, il se retrouve comme ça. Donc, au lieu d'être associé à la classe 1 et 3, je l'enlève de la classe 3 pour le mettre tout seul dans la classe 1. Donc, tu as une dimension supplémentaire, c'est mieux. Quels sont les inconvénients de cette méthode? Pour vous dire, l'inconvénient de cette méthode, c'est la superposition des boîtes. Comme c'est assez rigide, là, donc il peut avoir des rectangles là qui représentent les classes qui se chevauchent. Donc, les signatures spectrales se chevauchent. Ce qui fait qu'en plus, il y a des pixels qu'on n'arrive pas à classer dans une boîte ou dans une autre. Donc, voilà principalement les problèmes que cette méthode-là donne. On vous dit, le recours à cette méthode nécessite que les sites d'entraînement choisis soient les plus représentatifs de la dynamique spectrale de chacun d'eux. Donc, vraiment, il faut que les pixels que vous ayez choisis là soient des pixels purs, de sorte à représenter effectivement la classe. Parce que s'ils sont mélangés, déjà lui-même, il mélange les choses. Si vous venez en plus mélanger au départ, donc tout va être nyarami. Hein? Donc, il faut faire des choses propres. Comme ça, à la fin, ce qu'il donne là, vous êtes sûr que c'est le logiciel, lui, qui crée ce problème. Ce n'est pas vous qui avez engendré ce problème. D'accord? Mais quand même, on ne peut pas être mauvais. Je dis même les mauvais, là, ils ont du point quand même. Hein? Donc, ça, c'était les côtés négatifs. Mais il a un avantage, c'est qu'il est rapide. Vous l'utilisez là, surtout à l'époque, on me dira aujourd'hui, les ordinateurs sont assez rapides, mais pour l'époque où il a été créé, par exemple, par rapport à la méthode de maximum de vraisemblance, lui, on faisait ça et dans les minutes qui suivaient, on avait les résultats. Tandis que le maximum de vraisemblance, là, on devait attendre il fasse son calcul, oui, probabilité ici, bouton de probabilité là, il va mettre un bon 30 minutes là, alors que lui, il était vraiment rapide. OK? Donc, l'avantage de la méthode parallélépipédique, c'est qu'elle est rapide. Hein? Le pendant négatif, c'est qu'il y a des pixels non classés et il y a des chevauchements des rectangles représentant les classes. Donc, déjà, au moins, on a de bonnes choses là. La méthode du plus proche voisin. Donc, pour un pixel, on vous dit qu'il s'agit de déterminer la classe de chacun des K points, hein, dans notre pixel, qui est entouré, dans une image, le pixel est entouré d'autres pixels. Donc, on regarde à qui il ressemble le plus dans cet entourage-là. Et on va l'affecter à la classe à laquelle, majoritaire à laquelle il peut ressembler.
On vous dit si K vaut 1, donc c'est le pixel voisin qui est pris. Sinon, si c'est Kn, on parle de K plus proche voisin. Ça, au départ, on a parlé de K plus proche voisin. On peut regarder juste le pixel le plus proche. Ça. Donc, cette méthode est extrêmement simple, consiste à calculer dans l'espace spectral la distance entre chaque pixel de l'image et le centre de regroupement préalablement déterminé. Ça ressemble un peu à K-means. OK? On parle de plus proche voisin, cela implique la notion de distance, voilà. Et la distance la plus populaire qui est utilisée, c'est la distance euclidienne. D'accord? Pas de souci. L'inconvénient majeur de cette méthode est la variance des classes, c'est ça. Ça veut dire que si, puisque là, il n'y a pas de statistiques a priori sur la distribution des niveaux de grille. Donc, quand vous choisissez vos pixels là, lui, il réfléchit avec valeur moyenne des niveaux de grille, écart type des niveaux de grille, variance des niveaux de grille. D'accord? Donc, il faut que les pixels que vous ayez choisis soient des pixels bons, purs et pas trop de valeurs différentes. Parce que quand les valeurs sont très différentes, la variance ou l'écart type est grand. Et ça peut être un inconvénient dans la classification par le plus proche voisin. Il y a une valeur moyenne, mais les éléments qui ont permis de calculer cette valeur moyenne-là sont quand même assez différents les uns des autres. Ça lui pose un problème. Il va créer, la classification qu'il va faire là, ne va pas être bonne. Mais si les pixels qu'on a choisis ont une distribution assez proche, genre c'est par exemple 2, 3, 4, 2, 3, 4, et puis c'est ça, il a pris valeur moyenne pour faire. La variance ici n'est pas grande. Mais il a créé une classe là-bas, tu as 150, 100, 125. La variance là-bas est plus grande que celle qui est là. Donc, le fait que la variance peut être grande entre les niveaux de grille qui ont permis de générer cette classe-là est l'inconvénient majeur dans la méthode du plus proche voisin. Donc, on me dit quoi? Cette méthode a l'avantage de la simplicité et la rapidité. Donc, comme la méthode parallélépipédique, c'est une méthode rapide, requiert des espaces de dimension pas trop élevés. Le défaut de nécessiter beaucoup d'inconvénients. Bon, voilà, je vous dis que pour qu'elle soit fiable, il faut que les sites d'entraînement que vous choisissez là soient nombreux. Encore une fois, bien sûr, le plus on peut prendre de pixels, le mieux c'est. Mais comme je vous dis, il y a la contrainte déjà du nombre de pixels dépendamment de la classe que vous devez générer, et il y a la contrainte de pixels purs. C'est ça, purs. Parce que vous pouvez prendre des pixels, mais il faut qu'ils soient purs. Parce que si vous les prenez à cheval sur deux classes, c'est pas bon. Parce que la séparabilité va en pâtir, et donc le résultat de la classif va en pâtir. D'accord? Donc, je rappelle l'expression de la distance euclidienne. OK? Troisième méthode, c'est la classification soit par distance euclidienne, soit par distance de Mahalanobis. Donc, OK. Donc, si il calcule la distance, soit par la distance euclidienne, c'est la formule qui est en haut, soit par la distance de Mahalanobis, c'est la formule qui est en bas. Maintenant, l'image est visualisable sur deux canaux, canal 1 et canal 2. Donc, pour chacune des classes générées par le logiciel, on a le nuage de points. Donc, on a la classe 1, le nuage de points qui est là, et on a la classe 2, le nuage de points qui est là. J'ai un pixel qui est là, et je veux savoir à laquelle des classes il va appartenir. Est-ce que c'est la classe 1 ou à la classe 2? Donc, je prends la formule de la distance euclidienne et je calcule.
Je suppose que là, on va le faire de façon triviale. OK? Donc, je vais calculer la distance entre ce pixel-là et le centre de gravité de ce nuage de points, qui représente la classe 2, et la distance entre ce pixel et le centre de gravité de ce nuage. Bon, je pense qu'on voit tous clair. Hein? On sait où il va aller tomber. C'est ça, non? Il a plus de chances d'appartenir à la classe, d'accord, à la classe 2. On regarde là, la distance D2 est plus petite que la distance D1. D'accord? Donc, c'est un peu comme ça qu'il va fonctionner. Okay? Pour attribuer un pixel à une classe ou à une autre. C'est juste que la formule qui est utilisée n'est pas la même. Hein? Euclidienne ou Mahalanobis. Est-ce que Erdas a... Je sais qu'il a Mahalanobis, mais Euclidien, je ne me rappelle plus. Je crois que oui. On va voir ça. Voilà une méthode là qui est assez particulière. OK. La méthode de Dempsey-Schaeffer. Je vais essayer de me rappeler, parce que moi, c'est dessus que j'ai travaillé. Je vous ai parlé de ça hier. C'est-à-dire, le problème qui s'est posé, c'est que la technologie avance. Donc, avant, on avait des images où la résolution spatiale était du kilomètre, jusqu'on aboutisse à des images submétriques, c'est-à-dire des images dont la résolution est inférieure au mètre. Quand la résolution est inférieure au mètre, il y a beaucoup d'informations dans les pixels. L'image devient pratiquement une photo. Donc, on a beaucoup d'informations. Il faut pouvoir traduire ces informations. Donc, M. Dempsey et M. Schaeffer ont eu l'idée de créer ce qu'on appelle la théorie des croyances. Donc, mes camarades se moquaient de moi et me disaient, toi, tu as la foi, hein? J'ai dit, j'ai la foi. C'est la théorie des croyances. Et la théorie des croyances reposait sur quoi? Ils avaient deux paramètres, la crédibilité et la plausibilité. Dans les fondements mathématiques de leur théorie, un pixel peut appartenir à plusieurs classes en même temps. Surtout, je prends le cas du milieu urbain. C'est là-bas que le problème se pose. Il y a beaucoup d'informations. 1 mètre sur 1 mètre dans un milieu urbain, tu peux avoir l'eau, la végétation, le sol nu, le goudron, tout ça là dans 1 mètre. Ce que tu ne verras pas en paysage urbain. Donc, pour eux, on doit affecter un facteur de plausibilité et de crédibilité à un pixel. Donc, un pixel peut appartenir en même temps à plusieurs classes, dépendamment de ces paramètres. Donc, il y a l'intervalle du possible, ça qu'ils appellent la classe A. Et maintenant, on va calculer la croyance que le pixel appartienne à cette classe A. On va calculer la plausibilité et la crédibilité qu'un pixel appartienne à cette classe A-là. Et le pixel sera affecté à une classe pour laquelle il a la plus grande crédibilité. Quand les crédibilités sont équivalentes, on va regarder la plausibilité. Quel est l'élément qui a la plus grande plausibilité? Et le pixel va appartenir à cet élément. Donc, au départ, ils ont voulu raisonner en termes de pourcentage de plausibilité, de crédibilité, mais ils se sont rendus vite compte qu'un pixel, on ne peut le faire appartenir qu'à une seule classe. Donc, finalement, on va prendre soit la crédibilité, soit la plausibilité et affecter le pixel à la classe. Mais sauf que la classe qu'eux, ils déterminent là, la classe peut être identifiée par plusieurs éléments en même temps. C'est-à-dire, si dans la classe là, si dans les classes qu'ils ont créées là, il y a classe A, classe B, classe C, par exemple. Donc, la masse de classes possibles, ça va être A seul, B seul, C seul, A et B ensemble, A et C ensemble, B et C ensemble, A, B, C ensemble. Donc, ça fait quoi? 3, 4, 5, ça fait 6 cas possibles. Donc, ces 6 cas possibles-là vont avoir des couleurs.
et on va représenter ça. Donc, vous allez classifier une image avec ces 6 classes-là, finalement. C'est-à-dire, au départ, vous avez 3 classes, mais ces 3 classes-là reviennent à 6 classes. Parce qu'en fonction du fait que la masse de croyance va dire non, ça peut être A et B, donc on va affecter ce pixel à A et B, ou ça peut être plutôt B et C, ou bien ça peut être les 3 en même temps qui vont faire ça. Donc, c'est ce que Dempster et Schaeffer ont traduit ici. D'accord. Donc, ça, là, il fallait une programmation en arrière. Parce que ce n'est pas tous les logiciels qui ont cette théorie-là. D'accord. Autre méthode de classification, c'est l'utilisation du réseau de neurones. OK? Quand il parle de réseau de neurones, comment je dirais ça? Il représente ça toujours en pensant au réseau de neurones humains, là. Comment les neurones humains sont représentés là. C'est cette logique-là qu'ils vont suivre. D'accord? Donc, ils disent, pour le faire, pour identifier le réseau, il faut définir d'abord le nombre de couches qu'on veut, le nombre de neurones par couche qu'on veut, et choisir une fonction d'activation. Bon, généralement, c'est la sigmoïde qu'ils utilisent. Ensuite, il faut initier des poids et des seuils avant de lancer le programme. Donc, voilà le réseau de neurones humains qu'on connaît, hein, et voilà son équivalent en artificiel ou en mathématiques ou en tout cas numérique et informatique. D'accord? Donc, vous avez vos différents dendrites et synapses qui vont correspondre ici aux valeurs d'entrée. Maintenant, les valeurs d'entrée, chacune va rentrer, mais avec un poids, hein, donc avec un certain coefficient. Je choisis ma fonction d'activation. Il va passer au travers et vérifier que ça atteint un certain seuil et trouver la réponse. Donc, au départ, on va entraîner le réseau de neurones. Quand on dit entraîner, ça veut dire on va lui apprendre, quand je te donne ça, tu dois aboutir à tes résultats. Donc, il va apprendre à faire ça. Et quand il sera entraîné à bien le faire, maintenant, on va le mettre en situation réelle. Donc, on le met d'abord en situation connue où je connais l'entrée, je connais la sortie. Et s'il ne trouve pas la sortie, il refait ses calculs jusqu'à ce qu'il tombe sur le résultat que je veux. Et une fois qu'il a appris à trouver le résultat que je veux, il sait le processus. Maintenant, je le mets en situation réelle, qu'il fasse mon travail. On va tester ça. Vous allez voir. OK. Donc, on vous dit, voilà nos valeurs ici. Ça va, vous voyez mon... On ne le voit pas. Attendez, je vais reprendre. Pointeur, laser. On voit maintenant? Toujours pas. On voit maintenant? On le voit? Yes. Voilà nos valeurs qu'on va faire entrer. OK? Pour chacune de ces valeurs, on doit affecter un poids. Donc, on vous dit, initier les poids de façon aléatoire. Donc, au départ, ces poids-là sont donnés au hasard. OK? On répète l'exemple jusqu'à ce que tous les exemples soient bien classés. Si à la sortie, il ne trouve pas le résultat que je lui demande, et le attendu, on doit lui réaffecter une nouvelle valeur de poids. Et la nouvelle valeur de poids est calculée de cette façon. Donc, on va voir. Voilà un exemple que je vais faire. Je dis à l'ordinateur, si je te rentre la valeur 0, 0, tu dois me trouver en sortie 0. Si je te donne la valeur 0, 1, tu dois me trouver en sortie 0.
Si je te donne la valeur 1, 1, je dois me trouver en sortie 1. Si je te donne la valeur 1, 0, je dois me trouver en sortie 0. Donc, on va l'entraîner à ça. Quand il va trouver ça parfaitement, je sais qu'il peut faire mon travail, je vais avancer. Maintenant, ça, là, cet exemple-là, on va voir comment les chercheurs l'ont procédé. Donc, je dis s'il a 0 et 0, il doit trouver 0 en sortie. Donc, j'entre 0 et 0, et de façon aléatoire, je lui donne ses poils. Donc, premier 0, je lui affecte 0,35. Deuxième 0, je lui affecte 0,81. Donc, je fais 0,35 fois 0 plus 0,81 fois 0, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc, il trouve bien, il va trouver bien mon 0 à la fin. Donc, quand je rentre 0 et que je rentre 0, il trouve 0 dans tous les cas à la fin. OK? Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Il trouve les résultats escomptés. Donc, j'ai fini avec ça. Je vais au deuxième problème, qui est que si je rentre 0 et 1, il doit me trouver en sortie quoi? 0. OK. Donc, je lui affecte toujours 0,31 et 0,81. Quand je fais ça, il me trouve 0,81 à la sortie, alors qu'il devait me trouver 0. Donc, ça veut dire que je dois refaire l'opération, lui réattribuer de nouveaux poids pour qu'il continue le processus. Donc, je fais ça, d'accord? Je dois réévaluer les poids. Pour évaluer les poids, on vous dit ancienne valeur plus vitesse d'apprentissage fois la valeur d'entrée majorée à la marge de l'erreur. Donc, le taux d'apprentissage étant de 0,4, je fais ma réaffectation. Donc, mon nouveau poids va être toujours le premier, je trouve 0,35 et le deuxième, 0,46. Donc, je vais refaire ça, c'est-à-dire 0 multiplié par 0,35 plus 0,46 multiplié par 0, combien? Par 1. On voit que je ne trouve toujours pas 0. D'accord? Donc, la valeur que je vais trouver là, je vais refaire ça jusqu'à ce que je change mes poids et qu'il arrive à trouver 0. Quand il a trouvé 0, je passe cette étape. Ou quand je lui rends 1, il doit me trouver à la fin 1. Donc, je prends mes poids 0,81. Je vois que ce n'est pas 1. Ce n'est pas 1. Donc, je refais mon calcul de réaffectation des poids. Hein? Voilà comment il procède. Et ça, mathématiquement, le réseau de neurones, là, puisqu'il y a la puissance de calcul, il passe par plusieurs couches. Il est rapide, il fait, c'est pas bon, il revient. Il fait, c'est pas bon, il revient. Hein? Parce que votre ordinateur la calcule vite, il revient jusqu'à ce qu'il aboutisse au résultat. Quand il a fini de terminer l'opération, il va au deuxième problème. Bon, 1 doit donner 1. Il aboutit à une valeur qui n'est pas 1. Il recalcule mes poids. Il rentre, il refait, ce n'est pas 1. Jusqu'à ce qu'il trouve 1. Quand il a trouvé 1, il passe au dernier problème qui est quand il rentre 1 et 0. Il doit trouver 0. Il fait. Quand il a réussi à trouver mes résultats, il est prêt. J'ai dressé mon affaire, il est bien dressé, bien élevé. Il peut maintenant aller en ville pour faire mon travail. Je sais qu'il je ne vais pas avoir honte. D'accord? Donc, c'est comme ça que le réseau de neurones fonctionne. Donc, je veux avoir un certain type de classification. Donc, je le dresse pour lui dire, voilà comment tu dois réagir. Dans telle situation, voilà ce que tu dois appliquer. Donc, on doit d'abord savoir ce qu'on va rentrer, ce qu'on va sortir. Quand on a entraîné le système à réagir de cette façon, maintenant, on le met en situation par rapport à une image particulière. Classification basée sur la connaissance de l'expert. D'un expert à un autre, le background est différent. L'expertise est différente. Un forestier ne va pas réagir ou n'aura pas les mêmes besoins qu'un géologue. Un forestier, on va lui dire d'aller travailler sur la forêt du Banco. Il y a certaines informations, il ne va pas demander parce qu'il a déjà une certaine connaissance du végétal. Ce que, par exemple, le géographe n'aura pas, qui lui va dire, ah, moi j'ai besoin, par exemple, de bandes de données qui me disent les espèces là, hein, leur chlorophylle là, ça a tel pourcentage, le forestier, il n'a pas besoin de ça, il connaît ces végétaux là, comment ça réagit.
où les géologues vont dire, ah, j'ai besoin de savoir la croûte terrestre à cet endroit-là. Donc, dépendamment de l'expert, la base de données va être différente. Parce qu'il y a des choses que lui, il connaît, dont il n'aura pas besoin. Ce que l'autre expert ne connaît pas, dont il aura besoin. OK? C'est pour ça qu'on parle de classification basée sur la connaissance de l'expert. Parce qu'en plus des images, ils vont aller se servir d'autres informations pour classifier. Donc, il y a image plus base de données. Et la base de données va être différente d'un expert à un autre. Parce que l'expertise n'est pas la même, la connaissance n'est pas la même. Donc, chacun va réclamer ce qu'il ne connaît pas par rapport à la situation dans laquelle il est. OK? On vous dit, le principal défaut des méthodes présentées, c'est qu'elles considèrent, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire, au départ, ils sont tous dans de grands projets. Hein? Vraiment, ça là, c'est tel problème que moi, Et puis, quand ils finissent de dire ça là, après, ils reviennent à la réalité. Vous allez voir ce que j'entends. Ils reviennent à la réalité. Donc, on vous dit, le principal défaut des méthodes présentées est qu'elles considèrent le pixel isolément pour l'affecter à une classe. C'est-à-dire que, je prends mon pixel par rapport aux classes qui sont là, on va regarder la probabilité d'appartenir à la distance par rapport aux autres classes, et on va l'affecter à une classe parce que sa distance sera la plus proche, d'accord? Mais on prend le pixel seul. On ne regarde pas est-ce qu'il est à côté de ce pixel-là, est-ce qu'à côté de lui, il y a tel pixel qui lui ressemble, donc il vaut mieux le mettre en même temps direct. Non, non, non. On le prend lui seul, on ne regarde pas ce qu'il y a autour, et puis on va l'affecter. Donc, ils disent que ça, c'est un défaut dans la manière de procéder. Donc, pour eux, il faut avoir une vue plus globale. OK, on les suit. Non, on les suit. Donc, on ne tient pas compte du voisinage. C'est ça, hein, dire qu'on le prend isolément. On ne tient pas compte du voisinage. Or, ces notions sont utilisées par l'interprétation visuelle humaine. C'est vrai. Tout ça là, c'est bon. OK. Donc, dans le logiciel Imagine Ersatz Imagine, il existe la classification par la connaissance de l'expert. OK. Allons jusqu'au bout. Donc, comment fonctionne ce type de classification? On dit qu'elle fonctionne à partir de règles. Donc, l'expert va à sa base de données et puis il va établir des règles qui vont permettre si ça, alors tant. Si ça, alors tant. Donc, il va faire des règles de sorte à ce que le programme puisse se baser sur ces règles-là pour affecter un pixel à une classe par rapport à ces règles-là. Donc, on vous dit construire un arbre de décision à partir de variables multiples, images, raster, coupe vectorielle, puisque sa base de données peut être des images, peut être des photos, peut même des couches vectorielles. Genre, il a besoin de la carte de route. Qui sait? Il a besoin des linéaments de je ne sais pas quoi. Hein, non, il n'y a pas de géologue ici. Il y a géologue, non? Voilà, c'est linéaments, vous dites non. C'est ça, tout ça là. Il aura besoin de ça. Donc, il va construire ces règles. Donc, on vous dit une règle est une affirmation conditionnelle ou une liste d'affirmations conditionnelles sur la valeur d'une variable ou des hypothèses. Donc, si tel paramètre a telle valeur, alors il faut faire ça. Si tel paramètre a telle valeur et que tel paramètre n'a pas telle valeur, alors tu lui affectes telle classe. C'est ça le raisonnement qui doit bâtir. Donc, les règles de décision sont toutes de même testées. Oui. Ils ont commencé en haut là-bas, qui dit voisinage, et puis après, regardez la conclusion. Les règles de décision sont toutes de même testées, pixel par pixel. On a de gros projets, on a de grandes ambitions, et après, on redescend sur Terre pour dire oui, oui, c'est joli, hein, mais finalement, dans la vraie vie, là, voilà, la classification n'est pas totalement orientée objet. C'est ça. Orienté objet, là, veut dire que ce n'est plus pixel par pixel, puisque les pixels sont d'abord regroupés suivant un certain paramètre en objet, et le raisonnement se passe sur l'objet. Mais ils finissent de faire les grosses théories. Oui, non, il faut voir voisinage. Non, non. Mais finalement, là, c'est pixel par pixel. Donc, tout ça, là, c'était pourquoi. Si ça aboutit, pour savoir que c'est forcément pixel par pixel. Et c'est forcément pixel par pixel. Hein? Vous générez des classes, mais après, tu prends chaque pixel et puis tu l'affectes à une classe. Tu ne prends pas un groupe de pixels. Donc, ce n'est pas totalement
chose n'est pas totalement orientée objet comme il le voulait. Donc, les étapes, construire la base de données, établir les règles de production, si alors, le chaînage. Voilà. Est-ce que j'ai un exemple? Oui, j'ai un exemple. D'accord. Donc, voilà par exemple, l'hypothèse, c'est savoir la bonne localisation. La règle, c'est voir le gentle southern slope. La pente, comment la pente est, et les conditions, c'est le paramètre, c'est aspect, les valeurs de l'aspect, et le deuxième paramètre, c'est les pentes. Donc, si la pente est inférieure à 12, ce qu'il doit conclure, si la pente est supérieure à 0, si l'aspect est supérieur à 135, si l'aspect est inférieur ou égal à 225, donc voilà les conditions. Donc, ces conditions-là entraînent cette règle-là et cette hypothèse. Donc, voilà. Est-ce qu'il conclut? Est-ce qu'il conclut? Il ne conclut pas. C'est-à-dire, si l'aspect a une valeur supérieure à 135 et que la pente est sud, alors la localisation est bonne. Si l'aspect est inférieur ou égal à 125 et la pente est sud, alors on a une bonne localisation. Si la pente est inférieure à 12 et que la pente est douce, on a une bonne localisation. Si la pente est supérieure à 0 et la pente est douce, alors on a une bonne localisation. Donc, c'est ces choses-là qu'ils font pour pouvoir affecter un pixel à une classe ou prendre une décision par rapport au pixel. Autre type. Okay. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ok, sol nu urbain, plus basse valeur du NDVI, de l'eau, identification de la valeur moyenne. Ok. Ok, donc ici, ils disent quoi? Si j'entre de l'eau, si j'entre un pixel exposé de l'eau, que le terme eau est faux, et ici ce n'est pas de l'eau, et que le NDVI est le plus bas, alors je conclus que c'est du sol nu ou de l'urbain. Si j'entre une valeur, c'est la même chose. La même chose ici. Si j'entre une valeur que c'est l'eau et que c'est un large champ d'eau, alors ça va être eau ouverte ou lac. Ici, si j'entre ça c'est quoi? Flux. Qu'est-ce que vous voulez dire ici? Je ne peux pas aider celui-là. C'est quoi? Plat. Donc, si c'est plat et que c'est une large étendue d'eau, alors ça va être un lac ou une zone chose, d'eau, de l'eau ouverte, je sais pas comment on peut dire ça. Un plan d'eau, voilà, un plan d'eau ouvert. Donc, vous voyez, il a ces différents éléments-là et il conclut en fonction de la réponse à ça, il va sur le deuxième paramètre et il dit à quelle classe vont affecter les pixels. Donc, c'est comme ça que les logiciels de classification basés sur la connaissance de l'expert fait. Donc, ils ont des données par rapport ici au NDVI, si j'utilise le NDVI est autre chose, donc ils ont une carte de NDVI, ils ont une carte de pente, puisqu'ils parlent de flat, donc de plat et haut. Ils ont une carte de pente, ils ont une carte de quoi encore? Ils ont identification du NDVI, identification de l'eau, par zone. Donc, c'est NDVI, pente, sûrement d'autres informations, puisque je vois tout haut. Il doit avoir il doit avoir aussi une carte de plan d'eau, parce qu'il raisonne sur l'eau. Donc, il doit avoir une carte de plan d'eau aussi dans la base de données. Et en fonction de ça, ils ont fait leurs différentes règles. Et en fonction du fait que, oui, ça respecte telle valeur, ça a telle valeur, alors
tu conclus ça. Oui, ça respecte. Donc, le pixel, on va le faire passer au travers de ces règles-là et pouvoir l'affecter à une classe ou à une autre, plutôt qu'à une autre. D'accord? On va voir ça sur la semaine prochaine. La situation orientée. On va voir la semaine prochaine. Ça va être rapide. Ça va être rapide. D'accord? Hein, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. Question? Toi, des... Moi, une question. Oui, vas-y. Bon, c'est